Ok, parfait. Bah, allez, Juste, donc la question c'était, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours et puis présenter ton entreprise en quelques mots, nous expliquer un petit peu la genèse du concept Naoned Eyewear. oui, oui, bien sûr. Mais avant tout, un merci de nous convier à cette académie autour du marketing territorial. J'ai pas été au départ emballé à l'idée de me mettre en scène ou en avant sur ces sujets-là. Coralie pourra en témoigner parce que je me positionne pas du tout en qualité d'expert, loin s'en faut. Je peux faire un retour d'expérience et donc le retour d'expérience autour de l'aventure Naoned, Naoned Eyewear, c'est le parcours d'un opticien. Moi, je suis opticien lunetier, j'ai passé mon diplôme en 99, à l'issue duquel j'ai bossé en magasin. J'ai fait beaucoup de remplacements et notamment beaucoup en Bretagne. Je travaillais oui, à peu près dans 22 magasins avant d'avoir la chance d'ouvrir le mien. Et donc, du coup, ça m'a permis de goûter un peu plus aux Bretons et à la Bretagne dans ce parcours-là. Moi, je suis nantais d'origine. La genèse, en fait, c'est la création de ce magasin à Nantes, dans lequel j'ai voulu mettre certaines marques que j'avais croisées au fil de mon expérience en boutique. Et puis, malheureusement, ces marques n'étaient pas disponibles. Et donc, parce que déjà distribuées sur la ville de Nantes, ce que je peux comprendre, ça ne sert à rien d'avoir les mêmes marques de lunettes dans tous les magasins. Et donc, en créant ce magasin et en croisant Vanessa au départ, qui elle était sur la route et commerciale, on s'est dit tous les deux, tiens, si on crée une marque de lunettes. Et de rencontre en rencontre et de partage en partage, et ben tiens, pourquoi ça ne serait pas une marque de lunettes nantaise et pourquoi ce ne serait pas une marque de lunettes bretonne, donc Naoned. J'ai eu la chance de participer plusieurs fois aux Vieilles Charrues en tant que bénévole. Et dans mon parcours, moi, pro, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que les Bretons vont mettre peut-être un peu plus de temps à ouvrir les bras, mais une fois qu'ils les ont fermés, ils ne les réouvrent pas. Et donc, du coup, sur cette fidélité humaine, moi, je voulais pouvoir insuffler dans cette marque-là quelque chose de pérenne d'une part, et puis créer aussi une différence par rapport au fait de territorialiser cette marque, ce qui n'existait pas jusqu'alors à ma connaissance dans le milieu de la prothèse, de la lunette, parce que la lunette, ça reste une prothèse qu'on tente de rendre la plus jolie possible. Donc voilà, en gros, le parcours et la genèse. Et si je me souviens bien, toi-même, tu as des attaches dans la région nantaise. Tu parlais quand on a pu échanger entre nous, tu parlais de ton ancrage territorial, de ton terroir. Ah oui, complètement. Ouais, ouais. Moi, j'ai grandi dans les bottes de mon grand-père, qui était vigneron dans le pays du Muscadet. Donc, de faire émaner d'une terre un produit, j'y ai été sensibilisé dès le plus jeune âge, en fait. Et de voir que, moi, quand j'étais tout petit, on prenait le J9 et on allait faire des livraisons de Muscadet à Quimper avec mes grands-parents. Déjà, c'était l'aventure parce que j'étais tout petit, mais en tout cas, c'était quand même l'idée de faire pousser quelque part quelque chose et de l'emmener sur un autre territoire. Donc, le bon sens paysan. Je crois qu'il y a tout ce qu'on en est à une génération ou deux. On a tous quelqu'un de notre famille ou de notre entourage qui a travaillé ou qui est issu du terroir ou du territoire. Et du coup, comment toi, t'es venu l'idée de faire transparaître un petit peu cette idée de terroir au monde de la lunette et comment tu mets ça en œuvre au quotidien aujourd'hui? Alors, comment est venue l'idée? Il y a deux questions dans ta question. Comment est venue l'idée? Le plus simplement du monde, parce que je suis parti du constat qu'il n'y avait pas cette notion de territoire. Dans ce milieu-là, on a en France plus de 1000 marques distribuées.
et pour 98%, je dirais, des lunettes qui soient faites en France réellement. J'entends réellement, et j'aborde le sujet de la limite du Made in France. La notion de transformation substantielle est parfois plus intéressante. Made in France, on a un pourcentage moindre du produit qui permet d'écrire Made in France. Mais ce n'est pas réellement transformé en partie, je dirais, significative. Et donc, moi, je voulais aussi mettre ça en avant. C'est-à-dire que quand on s'appuie sur un territoire aussi fort que la Bretagne, dans ses valeurs, dans son engagement, on ne peut pas déroger à certaines règles qui font partie intrinsèque de l'ADN du produit, à savoir fait en France pour de vrai, réellement, et qui veut s'adresser au plus grand nombre, en fait, pas en faire non plus un produit trop élitiste. Donc ça concourait à la fois faire un garde-fou, parce que quand on est au pilotage d'une structure comme ça, on peut être des fois sollicité aussi par des fabricants qui me proposent d'acheter des produits parfois 8 fois moins chers que ce que je les paye aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment un garde-fou. C'est de se dire, voilà l'ADN du produit, on le crie haut et fort et on le respecte de part en part. Et du coup, comment tu mets ça en œuvre aujourd'hui? Il y a un petit exemple que je vais donner déjà, mais toutes les lunettes portent des noms bretons. Donc, tous vos designs sont floqués d'un nom en breton. Donc, ça, c'est une émanation. Mais quoi d'autre? Est-ce qu'il y a un design breton en particulier ou comment ça se traduit la territorialité dans la lunette? Un design breton en particulier, je ne pense pas. Pour autant, oui, on fait partie on a signé la charte Yandar-Brezonag. On a eu la chance de recevoir un prix You. Évidemment, on est membre de Produits en Bretagne. Donc déjà, les émanations sont perpétuelles et permanentes chez nous. Les locaux dans lesquels on évolue, le sigle est français et breton. Et puis, oui, elles ont tout un nom de ville, d'île ou de rivière en breton. Mais à la genèse, au tout départ et cette collection-là que en Bretagne. Il fallait bien commencer par un territoire et on a commencé à distribuer ces lunettes que en Bretagne. Et aujourd'hui, ben, c'est puisque le logo est assez clair et sans équivoque. Et puis longtemps, un peu comme un contre-pied au marketing massif des années 80, dont je pense avoir été plus victime que acteur, on avait mis en baseline Paris, New York, Sydney, le guide Vinek. Voilà, pour pas oublier d'où on vient, mais aussi exprimer fièrement où on va, jusqu'où on va. Et puis maintenant, cette baseline a évolué justement parce que la notion de territorialité peut être polymorphe aussi. J'ai écouté avec attention ce que vous disiez auparavant, c'était très enrichissant. Et la notion de territorialité, pour nous, elle est maintenant aussi presque internationale. Et donc, on s'appuie sur ce logo qui est d'une charte graphique assez forte pour avoir à l'esprit tout le temps ce breton, ce drapeau et ce drapeau breton. Mais maintenant, la baseline a été mutée vers lunettes manufacturées en France pour de vrai, pour appuyer et insister sur la notion de création territoriale. Mais territoriale, quand on s'adresse à notre client de Sydney ou de Tokyo, pour lui, la Bretagne, c'est un peu plus diffus ou un peu plus abstrait. Par contre, ce qu'il a, lui, comme territorialité à l'esprit, ben, c'est des lunettes qui se mettent en France pour de vrai et designées par un opticien pour de vrai.
Génial. Et est-ce que du coup, vos premiers produits ont été un succès immédiat aussi bien auprès des professionnels qu'auprès des consommateurs? Est-ce que du coup, cet ancrage territorial a résonné immédiatement ou est-ce que vous avez justement dû construire un petit peu ça au fur et à mesure? Quel était l'accueil quand tu as lancé ton entreprise? Ah bah, ça s'est forcément construit au fil du temps, mais quand on est revenu du premier salon international de la lunette à Paris et qu'on avait vendu, alors que la marque était inconnue au bataillon, 300 paires de lunettes, on touchait la grâce. On était fou de joie parce que c'était vraiment un bébé qui prenait vie. Et nos premiers clients étaient bretons, puisqu'on a commencé que par là, excepté une cliente new-yorkaise, c'est Lima, qui est devenue une amie maintenant depuis, mais ça a été vraiment progressif, quoi. Aujourd'hui, on travaille, on fait à peu près 17% de notre chiffre d'affaires à l'international. Les clients, en revanche, et je reviens à ce que je disais au tout début, les clients du début, les premiers clients bretons, ceux qui ont ouvert les bras, ne les ont toujours pas refermés, ne les ont toujours pas réouverts. Et ça, c'est hyper important parce que c'est un vecteur de stabilité aussi pour nous. Donc, ça nous permet de continuer step by step à avancer notre aventure et surtout en gardant bien à l'esprit que ceux qui nous ont ouvert, entre guillemets, leurs portes et leur cœur au départ, ben, sont toujours là. Je sais d'expérience étant à New York très récemment pour l'arrivée du grain de sel, que les Bretons de New York sont là, sont présents, donc je ne Oui, suis pas étonné que vous ayez eu un peu de succès là-bas. Et c'est ça on les a aussi. rencontrés, ouais. Et c'est vrai que bah, la territorialité, donc ça m'amène à la prochaine question qui est celle de justement euh, comment est-ce qu'on dépasse son propre territoire avec une marque à fort ancrage territorial, justement? Comment est-ce qu'on va au-delà de ses propres frontières lorsqu'on brandit le drapeau Naonet Gwenadu? Et c'est surtout comment on ne déroge pas aux règles qu'on s'est fixées au départ dans ce contexte-là. Parce que la notion de dépasser son propre territoire, c'est parfois aussi être face à une vitesse de croissance au-delà de la raison pour des petites boîtes comme les nôtres. Et donc, du coup, euh, on a fait des salons, on a rencontré des opticiens, des distributeurs, et eux étaient euh, plus séduits, entre guillemets, par la véracité du propos sur la manufacture euh, française pour de vrai. Et là, c'était par contre un support pour nous de dire française, oui, mais pas que. Parce que là, c'était l'occasion de leur dire française, mais française plutôt sur la partie ouest, française en Bretagne. Et donc, c'était marrant parce que le canal s'inversait finalement. Ça permettait plus de parler de notre région à ce moment-là. Donc, la tendance s'est inversée. Et donc, du coup, ça ne faisait qu'accroître le capital sympathie et finalement la fidélité dans laquelle on voulait s'inscrire avec ces clients-là, dans le temps. Donc, du coup, il est tout à fait possible d'avoir des noms de lunettes en breton, avoir un Gwenadu et pour autant dépasser les 5 départements historiques, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et je pense que le fait de s'appuyer ou de s'adosser à des valeurs territoriales aussi fortes que celles de la Bretagne, en tout cas, pour nous, ça a été évidemment un booster énorme. Un booster énorme. Et ça concourt à dépasser les frontières et ça aide à dépasser les frontières. Pour autant, il s'agit là d'être hyper vigilant et de ne pas faire du faux marketing. Et c'est ça le danger, c'est ce que vous disiez juste avant. On n'impose pas un logo comme ça juste pour dire qu'on vient de là ou qu'on fait ci ou qu'on fait ça. Tout doit interagir et donc du coup la fidélité aux valeurs aussi. Et c'est ça qui guide le chemin. Et ça émane aux quatre coins du monde, ça marche partout. On avait, à travers nos échanges, parlé beaucoup, un mot qui revenait beaucoup, c'était l'authenticité. Et effectivement, Florence
et Cindy en parlait juste avant, la crédibilité et l'authenticité. Vous l'avez vécu depuis le début, ça fait partie de vos valeurs, mais comme tu le dis, il faut être très vigilant justement à pas commencer à s'embarquer dans des choses au risque de dévaluer un petit peu son message initial. Complètement, complètement. C'est ça le danger et c'est ça le garde-fou aussi. C'est un point de vigilance extrême. Ce qui ce qui nous amène à la prochaine question, qui est celle d'aller encore plus loin dans votre démarche, puisque vous avez annoncé récemment que vous allez Oui. lancer votre propre atelier de fabrication à Nantes. Donc, parle-nous un petit peu de ce cheminement, comment vous arrivez à ça. Donc, évidemment, c'est le fruit du succès qui vous permet d'internaliser la fabrication dans un atelier local. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et comment vous avez réussi à faire ça? Mais le succès relatif hein, par rapport aux énormes structures qui sont en face de nous. Hein. Attention, on est un acteur tout petit, nous, dans ce monde de la lunette. Mais après, ça dépend où on met le curseur du succès. Et en fait, c'est aussi un moyen de réaliser un rêve, la construction de cet atelier. Alors, il y a plein de facettes là-dedans. Déjà, le pour de vrai, plus que jamais, sera vrai parce que ça va être fait chez nous, dans nos locaux. Donc ça, la preuve par l'image, on faisait déjà, les partenaires avec lesquels on travaille jusque-là, nous avaient déjà permis d'ouvrir les portes de leurs ateliers pour emmener nos opticiens clients visiter une manufacture de lunettes et l'émotion que ça suscite. Et après, ben moi, la grande boucle que je boucle, c'est de revenir à mon papy et de produire sur le territoire nos petites lunettes bretonnes, quoi. Et ça, c'est génial à bien des endroits parce que ça va nous permettre de nous améliorer en termes de design et de développement produit, mais aussi de sauvegarder un petit peu ce qui peut encore l'être de la manufacture française. Alors, on ne se positionne pas du tout en sauveur, mais dans les années 80, il y avait 250 ateliers à peu près en France pour faire des lunettes. Et là, on ouvre le 15e. Donc il y a eu une hécatombe, réelle hécatombe, et nous, petits résistants bretons, on tente à notre échelle de se dire, bah, tiens, on va essayer de remettre en route une partie de la production. Euh, il y a des machines qui ne sont plus fabriquées aujourd'hui, donc on a, pour constituer cet atelier, racheté des machines qui ont été restaurées, qui ont 70 ans. Donc c'est ça qui est assez fabuleux, quoi. Et c'est vraiment ça la territorialité du coup. C'est pas juste un positionnement, c'est vraiment tout un concept d'entreprise qui va du bout en bout avec la production en local également. Exactement. Et je crois que derrière la territorialité, la rime riche, c'est liberté. Et c'est en s'appuyant sur la territorialité qu'on arrive à être le plus libre possible. Et on va quand même parler, tu l'as mentionné un tout petit peu, mais ça représente néanmoins un surcoût de pouvoir produire en local. Tu expliques quelques barrières que vous avez eues, notamment sur l'achat de machines, qu'il y a sûrement des compétences qui ont été perdues au fil des années. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à faire ça économiquement et comment on arrive à transmettre ça, cette valeur, en fait, auprès du consommateur? Alors, réussir économiquement à le faire, on en reparlera dans un an et demi ou 2 ans. Ça reste un pari, hein, évidemment. On a demandé à nos partenaires financiers s'ils voulaient bien nous donner la main sur ce projet-là. Mais ce qui a fait la différence, c'est le sens et la valeur, la vraie valeur intrinsèque de ce projet-là, à savoir de reterritorialiser cette production-là. Alors, on n'a jamais fait faire nos lunettes ailleurs qu'en France, mais de réussir à les faire précisément chez nous, ça a un impact assez fort sur les gens qui nous prêtent de l'argent dans ces cas-là. Parce que eux aussi, à leur tour, ils ont quelque chose à raconter. Et c'est ça aussi la spirale vertueuse. Et donc ça, c'est pour le financer et le pari, on verra bien s'il il va marcher ou pas. Et le transmettre, ben, tu sais, il y a juste à pousser la porte de l'atelier pour voir le parfum, les sons. Et ça, il y a un capital émotionnel énorme parce que la lunette, ça reste une prothèse faciale
et qui, quelque part, quand elle est bien portée, ou mal d'ailleurs, mais c'est un objet qui est très présent. Donc quand on arrive à tirer le rideau rouge et à passer dans le backstage de où on produit ces objets-là, c'est toujours un peu émouvant, quoi. Et moi, j'aimerais, dans cet atelier, être un petit peu, pas précurseur, mais en tout cas faire de cet atelier aussi un atelier un peu en pointe sur les nouveaux matériaux, sur les biomatériaux, faire du circuit court, mais aussi de la R&D par rapport à ça, d'une part, et puis laisser aussi une partie non négligeable pour accueillir des jeunes designers, comme moi je l'ai été il y a 10 ans, et ça a été très compliqué de mettre en route cette aventure-là. Et ben, c'est de permettre aussi à certains jeunes de mettre le pied à l'étrier, quoi. Ben, on ne peut que te souhaiter de réussir, de continuer à réussir surtout. C'est Ah, merci beaucoup. une histoire très intéressante, un produit auquel effectivement on ne pense pas forcément dans un contexte territorial et pour autant tu démontres que c'est tout à fait possible de le faire. Naoned Eyewear, on vous souhaite vraiment de réussir, on va vous suivre de très près et merci beaucoup Merci Jean-Philippe pour ton beaucoup. témoignage. J'en profite pour remercier tous les gens qui sont dans cette aventure-là aussi et qui y croient fort depuis le départ.